notre deuxième temps de formation. Cet outil a été conçu pour vous tous, que vous soyez bénévoles, que vous soyez permanents, puisque nous avons ensemble identifié ce besoin de formation sur la comptabilité analytique, besoin d'autant plus prégnant à l'occasion des contrôles budgétaires. Donc la commission d'expertise de gestion et la mission d'expertise de gestion, en lien avec la mission d'animation des territoires, bien sûr, met à votre disposition ce webinaire atelier en 10 parties pour décliner la comptabilité analytique. Notre souhait est de permettre un enrichissement de ce webinaire atelier dans les années à venir, en apportant peut-être différentes évolutions si nécessaire. Donc, on vous présente là les différents sujets qui seront traités durant toute l'année scolaire. Un premier sujet a été traité qui était l'introduction à la comptabilité analytique. Là, nous avons le deuxième volet pour rentrer dans l'arbre, des propositions d'arbre analytique, sachant que chaque webinaire atelier comprend cet enregistrement que vous pourrez recevoir en replay, le support PowerPoint et une note. Les autres sujets à venir, donc ils seront égrenés encore une fois pendant toute l'année. Les autres sujets à venir sont indiqués ci-dessous. Donc le suivant sera en janvier, le 8 janvier de mémoire, sur les clés de répartition des dépenses communes à différentes activités, et puis les services accessoires. Et nous allons égrener les autres sujets. Si vous voyez des sujets dont vous avez besoin qui ne sont pas indiqués dans cette liste, n'hésitez pas à nous mettre un mail à Jean-Christophe Carrel, à Cédric Rollet de la mission d'expertise de gestion, à moi-même, pour qu'on vienne les compléter. Sachez que différents sujets sont traités en amont avec des groupes de travail, avec des membres du réseau, des secrétaires généraux, du DOGEC ou du ROGEC, des membres de la commission d'expertise de gestion, que je tiens à remercier. Donc ces webinaires sont systématiquement une durée d'1 heure. Donc là, vous aviez reçu une invitation un peu plus large, je crois. Là, c'est vraiment de 12 heures à 13 heures. Pour que vous puissiez, et on le voit dans le slide suivant, le mettre à votre disposition dans le territoire, que vous soyez secrétaire généraux du DOGEC ou du DOGEC, ça peut venir en complément de formation à ce que vous faites déjà. Si vous êtes président du DOGEC sans permanent, vous pouvez tout à fait utiliser ces outils pour organiser une rencontre avec vos présidents, avec les chefs d'établissement. Et puis, si vous êtes président DOGEC dans un territoire qui est très isolé, ça peut être uniquement pour votre établissement. Bien sûr, tout cela se fait en lien avec nos collègues de l'animation au territoire qui se mettent à votre disposition pour organiser, permettre une communication sur la maille dont vous avez besoin. Donc voilà, après ce propos introductif, écoutez, je vous propose qu'on se lance sur notre deuxième webinaire atelier. Donc on reprend la thématique, le titre est la structure de la comptabilité analytique. Et donc seront présents pour vous présenter ce webinaire Jean-Christophe Carrel, Cédric Crollet, donc, qui est de la mission d'expertise de gestion, et moi-même. Donc, je donne la parole à Jean-Christophe Carrel, notre président. Merci Fanny, bonjour à toutes et à toutes. Effectivement, c'est ce deuxième temps sur l'analytique qui s'ouvre dans l'heure qui va suivre. Donc l'idée, effectivement, on a vu dans un premier temps les objectifs, les attendus de la comptabilité analytique. On va maintenant rentrer un peu plus dans la mise en pratique, alors que vous soyez déjà doté, j'en doute pas, d'une compta analytique ou que vous soyez en phase de construction ou de relecture. L'idée, c'est de vous donner, s'agissant de la compta analytique, effectivement, des exemples d'arbres analytiques. Il y a pas, vous le savez, en compta analytique, il n'y a pas d'obligation en tant que telle légale avec un cadre normé comme on l'a pour les comptes de l'association qu'on présente en assemblée. En analytique, on n'a pas une structure réglementaire qui nous dit c'est comme ça et pas autrement, mais simplement, et on le voit à l'occasion des contrôles des DFIP et des fameux envois des états annuels de gestion, les GS, qu'on doit être doté malgré tout d'une analytique, au moins pour pouvoir envoyer à la puissance publique le compte de résultat de l'activité enseignement.
Donc finalement, la compta analytique, ce n'est pas une obligation en tant que telle, ce n'est pas ce que permet la compta générale. La compta générale, bon, on se rappelle, vous l'avez sous les yeux, mais rapidement, ce qu'elle permet, quels sont ses objectifs. La compta générale, si on commence par elle, elle est obligatoire. L'objectif, c'est de donner une vision exact, conforme au droit comptable, précis de l'ensemble des activités du patrimoine associatif. Elle prévoit des enregistrements, des transactions dans un ordre bien précis. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de la compta générale, mais elle est organisée de telle façon que les éléments sont tracés, conformes, organisés, comparables. Voilà la compta générale, mais ça vous donne une vision d'ensemble. On ne sait pas répondre à différentes questions, on le verra sur le slide suivant, hein. On ne sait pas, au travers de la compta générale, répondre à différentes questions qui sont... On va passer au slide qui suit, s'il vous plaît. La compta analytique, voilà, merci beaucoup. La compta analytique, c'est elle qui va permettre en fait de répondre à des questions de gestion plus précises que ce que donne la vision globale de la compta générale. Elle va nous donner en fait l'équilibre économique de nos activités. Est-ce que finalement, alors quelles sont mes activités, comment je découpe? On verra ça au travers d'un arbre analytique, d'un exemple ou deux. En fonction de mes activités, l'idée, ça va être par la compta analytique de savoir finalement le niveau de mes recettes par rapport au niveau de mes dépenses. Et donc, est-ce que je suis plutôt à l'équilibre, en excédent, en déficit? Elle va nous donner cette vision-là des choses. Elle doit nous la donner par activité, par offre de service. Mais elle doit aller plus loin sur la partie enseignement, sur la partie cœur de métier, puisque l'enseignement, vous savez, il y a un double financement à la fois des familles au titre des charges de caractère propre, mais il y a la puissance publique, les pouvoirs publics, les collectivités locales et l'État, la puissance publique au sens large, qui finance sous forme de forfait des dépenses précises. Donc la compta analytique doit pouvoir vous donner cette info-là. Finalement, quels sont le niveau de mes recettes famille par rapport aux charges que les familles doivent couvrir, confère la loi de Bray, les lois successives. Mais la compta analytique doit pouvoir aussi vous donner l'équation entre les forfaits publics que vous touchez et les charges qui incombent à la puissance publique, de par les textes et la doctrine, pour voir l'équilibre de ces deux jambes de la partie enseignement. Donc, si vous voulez, la compta analytique, c'est un exemple, mais va rentrer dans un détail beaucoup plus économique des choses. Le niveau des recettes par rapport au niveau des dépenses de mes activités, de mes sous-activités. On va vous montrer des exemples. Vous en avez déjà certainement en pratique chez vous. Ces éléments-là, on ne les a pas directement en compta général. La compta analytique donne du coup une vision précise des activités, des obligations réglementaires, pour pouvoir apprécier la situation d'ensemble, pour pouvoir se dire finalement, est-ce que mon niveau de charge, est-ce que ma tarification famille, est-ce que ma négociation avec les collectivités locales, s'il existe des marges de manœuvre, comment je peux aller avec des armes sous le bras pour aller sur ces sujets-là, quoi. Donc la compta analytique, si on se résume, elle est plus opérationnelle, elle est plus au service de la gestion, bien entendu. Elle complète la compta générale, mais elle ne se suffit pas en elle-même, là. Si vous avez une compta générale, une compta analytique, hein, qui sont pertinentes, il vous manquera la troisième, comment dirais-je, la troisième brique des outils financiers, je le dis pour mémoire, mais c'est la partie plan de travaux, prospective financière, la dimension besoin d'investissement et prévision à moyen et long terme. Pour piloter, c'est vrai que si on se résume en ayant la compta générale, la compta analytique et tous les tableaux de bord qu'on peut imaginer avec, hein, plus cette vision prospective financière qui nous importe aussi dans nos établissements, dans nos OGEC, on sera bien armé. Voilà en quelques mots ce que permet la compta analytique et que ne permet pas la compta générale. Alors, quand on rentre sur le slide d'après, un peu sur la démarche et sur la méthodologie, on a des OGEC avec quelques classes, d'autres exclusivement écoles, d'autres groupes scolaires, écoles, collèges, lycées, parfois du SUP, parfois de l'internat, donc des tailles évidemment. On se connaît, on est entre nous, mais des tailles extrêmement hétérogènes. Donc l'idée, ça va être de trouver quel degré de détail j'ai besoin de construire en analytique pour pas, si vous voulez, partir sur quelque chose de très complexe, démesuré à l'échelle des enjeux. On va vous montrer des exemples d'art analytique assez développés, hein, plutôt pour des gros établissements, mais charge à vous, par contre, de vous repositionner. Donc,
sur la mise en place de la compta analytique et la construction de l'arbre. Vous verrez, l'arbre, c'est le squelette en fait, sur lequel on va imputer les flux. Soyons raisonnables par rapport à nos enjeux et à nos tailles respectives. Et donc, du coup, en pratique, on peut imaginer de 2 à 5 niveaux d'imputation comptable. Alors, ce terme d'imputation, vous le connaissez, on va en parler souvent. L'imputation, c'est en fait la section analytique, la catégorie de flux dans laquelle je vais imputer ma facture ou ma charge de personnel. L'imputation analytique, c'est oui, l'imputation, excusez-moi, je cherche le mot. L'imputation analytique, c'est l'information dans le système de gestion que telle dépense, c'est sur de l'enseignement, c'est sur la partie collège, c'est au titre des charges de caractère propre, donc imaginons les bâtiments du collège, donc c'est plutôt la charge famille, c'est ces niveaux-là qui font l'imputation, et en fonction de la précision dont on a besoin dans la compta analytique, on aura à définir un nombre de niveaux d'imputation des différents flux. D'où la nécessité, avant de partir sur quelque chose de trop complexe, effectivement, de se poser la question de quelle compta analytique j'ai besoin, ou exprimer autrement, à quelle question la compta analytique doit pouvoir me permettre de répondre ou me permettre d'aider à apporter une réflexion sur les évolutions financières de mon établissement. Toujours un point en préambule, après on rentrera dans les temps des webinaires suivants que Fanny annonçait, mais on aura une question sur les imputations, sur le nombre de niveaux, sur la façon de renseigner les imputations. On aura aussi une réflexion à avoir, c'est sur le traitement des dépenses, en fait. Dans nos établissements, nous avons des dépenses pour faire face à des activités, mais on a des dépenses qui, comme dans beaucoup d'organisations, quasiment toutes, sont de deux natures. Vous avez des dépenses directes liées à une activité dénommée, facilement traçable. Exemple, les coûts denrées qu'on engage à l'occasion du fonctionnement de nos cantines scolaires, c'est une dépense directe à l'activité restauration cantine, évidemment. Donc, on a des dépenses directes, mais il y a des activités, il y a des élèves en face, il y a un service offert, ou produit en tout cas, à distinguer des dépenses indirectes. Les dépenses indirectes, c'est des dépenses qui sont dans le cadre d'une activité particulière, dépenses engagées pour le bien de tous. Donc, ces dépenses indirectes donneront lieu à un système de clés, un système de ventilation entre les activités. Donc, on aura une réflexion entre les dépenses directes et les indirectes. Les indirectes, on peut penser... l'exemple classique, c'est les honoraires de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes. Là, on comprend bien que ce n'est pas lié à une activité, c'est pour l'ensemble de l'établissement de l'OGEC, donc ce sera une dépense indirecte. Donc on aura ce point-là, une réflexion à retenir là-dessus. Un petit peu dans les prérequis, un peu dans les préambules, avant de rentrer dans les arbres analytiques à proprement parler, vous avez... en page suivante, la question qui est la question première qu'il faut se poser quand on va construire son arbre, c'est quelles sont les activités, quelles sont celles que je dois, quoi qu'il arrive, isoler pour pouvoir avoir une lecture isolée des flux, en fait. L'idée de la compta analytique, c'est avant tout une réflexion par activité, par service. Est-ce que je l'équilibre? Si oui, est-ce que l'équilibre il est excessif ou est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que j'ai des gros travaux à mettre? Si je suis déséquilibré, est-ce que c'est gênant au plan politique? Est-ce que je ne dois pas revoir ma politique de tarif famille? Est-ce que je dois pas essayer coûte que coûte d'obtenir des forfaits au juste niveau? Donc, est-ce que j'équilibre ou pas? Donc ça, c'est une vision par activité, par service. Donc, les principales activités, il importe de les isoler. Donc, on peut déjà citer, mais c'est sans surprise pour vous, on pratique déjà tout ça. On a une activité avec des flux sur l'enseignement qu'il faut suivre de façon... isolé, tout ce qui est enseignement, mais rien que l'enseignement, comme on aura à suivre de façon isolée l'activité restauration cantine, les activités périscolaires, les services peut-être de garderie, peut-être les flux sur les internats si vous en avez, peut-être aussi d'autres activités connexes ou annexes avec des familles ou des élèves en face auxquels on propose un service. Donc, on a, si vous voulez, ce qu'on appelle les activités principales qu'on a quasiment dans tous les objets qu'il nous faut isoler. Donc ça, c'est l'activité opérationnelle, en fait. C'est le service proposé aux familles et à nos élèves. Mais on a également à côté, et on en a dans toutes les OGEC. Alors, en fonction de la taille, effectivement, c'est plus ou moins doté, en fonction de l'historique aussi, en fonction du patrimoine éventuel de nos OGEC, c'est monté de façon différente, mais on a ce qu'on appelle un bloc de gestion patrimoniale, un dossier gestion libre, gestion patrimoniale, c'est le terme consacré, si vous voulez, classique
de ces flux qui ne sont pas liés aux services rendus aux familles et aux élèves. Je prends l'exemple des produits financiers de placement de la trésorerie. Il y a forcément toute ou partie de ces produits-là qui sont des revenus, qui sont des recettes, hein, mais qui sont liés peut-être à une trésorerie historique en fait de nos OGEC, peut-être des apports de congrégation, peut-être des legs, en tout cas un fonds de roulement de trésorerie important. Les fruits liés à ça sont peut-être pas à mettre dans le compte de résultats de l'enseignement ou des services annexes, c'est plutôt de la gestion patrimoniale, de la gestion libre en fait, la gestion non liée au contrat de l'association. Donc, nécessité de se poser des questions, qu'est-ce qu'on mettra dans notre gestion libre et notre gestion patrimoniale? On évoque souvent à ce titre-là l'exemple des cotisations. La cotisation, quand elle existe, que les membres acquittent pour devenir membre de l'OGEC, effectivement, c'est quelques recettes, c'est quelques flux, mais c'est bien de la vie associative, c'est pas lié à l'activité scolaire en tant que telle, donc ça trouvera sa place probablement en gestion patrimoniale ou gestion libre. En tout cas, une question ici à se poser, avec une question aussi sur les bâtiments et l'immobilier, j'y reviendrai, dans l'organisation de la compta analytique. Voilà quelques préambules sur les grands principes. Et donc, pour illustrer un petit peu ce découpage, pour visualiser, parce que les choses sont plus faciles à commenter sous forme d'un Donc ça, c'est organigramme ce ou qu'on a fait. On est d'accord. diagramme. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai entendu. Voilà, pour un petit peu illustrer, commencer à rentrer dans le détail de ce qui est préconisable, recommandé, pratiqué, usuel. Si vous voulez, en compte analytique, encore une fois, il n'y a pas d'obligation et de modèle de découpage de sections, de centres d'imputation. Il n'y a pas une obligation formelle pour tous les OGEC d'appliquer telle ou telle trame. Donc, on va être sur un choix interne, un choix de gestion, mais comme on doit mesurer, ça doit présenter les choses par activité, le bon sens nous emmène sur des arbres qui sont relativement communs d'un OGEC à l'autre, adaptés en fonction des activités et de la taille, évidemment. Mais on a schématiquement deux types d'arbres. Alors, c'est des arbres assez détaillés. Je sais pas, j'ai un son, je suis peut-être pas tout seul, mais il y a un micro ouvert, j'ai l'impression. Et absolument, n'hésitez pas à fermer vos micros si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous. Donc un premier arbre, on en aura un deuxième qu'on va déplier. Voilà la structure de ce qu'on appelle un arbre analytique, c'est de se dire, la compta analytique finalement, elle part de la compta générale. En fait, la matière première est la même, évidemment, on ne retient pas les flux, on ne réécrit pas les choses. Il y a parfois quelques écritures qu'on prend en compta générale, en compta analytique qui ne sont pas en compta générale. On vous citera un exemple ou deux, mais ça reste à la marge. Sur ce qu'on appelle les charges supplétives, mais la matière première est bien la même. Donc on va découper la compta de la gestion de l'ensemble de l'OGEC, hein, le bloc du haut du diagramme, et puis on peut avoir un arbre qui peut avoir cette forme-là, c'est-à-dire les niveaux que vous avez sous les yeux déterminent les niveaux 1 à 5 auxquels on faisait référence, donc on va les décliner. Là, vous aviez sous les yeux le niveau 0, c'est la compta de l'OGEC, c'est la compta générale, c'est le premier bloc du haut. Si on peut avoir en tête que c'est le 0, le premier niveau, ça pourrait être une entrée analytique. Qu'est-ce qui émane des financements privés au sens recettes privées par opposition aux recettes publiques, financement public, dans le cadre du financement obligatoire lié à la gratuité de l'enseignement, colonne de droite, et puis après la colonne de droite sur cet axe-là, niveau 1, financement public. Vous avez après la litanie des financements privés familles qu'on peut avoir, ou tiers, hein, recettes privées, quelqu'un qui fait un don, c'est des recettes privées par opposition aux recettes publiques. Donc un premier arbre basé sur cette porte d'entrée du financement. Alors, ce n'est pas l'arbre le plus répandu, mais au moins il a le mérite d'avoir une vision très claire et très, très, très pertinente du résultat ou de la contribution des activités sous financement privé par rapport à l'autre bloc du financement public. Alors, vous le voyez, sous le bloc des activités à financement privé, on va retrouver ce qu'on peut retrouver dans tout à chacun dans nos OGEC différents. Il y a l'activité d'enseignement sous contrat, on peut avoir de l'enseignement hors contrat, on peut avoir des activités accessoires de proposer. Et on a, alors les blocs sont complètement là sur la gauche, on a notre gestion libre, notre gestion patrimoniale, dans lequel on va trouver des sous-familles, des sous-dossiers analytiques. Voilà une proposition d'arbre.
D'autres structures sont organisées peut-être de façon différente, mais on voulait vous faire état de celui-ci et d'un second, alors qui est cousin, et qui est l'arbre 2, l'exemple 2 que vous avez sous les yeux. Alors les rubriques sont les mêmes, simplement la porte d'entrée, on n'est plus sur un détail financement public ou financement privé en niveau 1 d'imputation. On est directement au niveau 1, au niveau des activités, donc l'enseignement sous contrat, l'enseignement hors contrat, les activités accessoires, gestion patrimoniale, c'est notre niveau 1 d'imputation. Et puis après, le niveau, si vous voulez, est-ce que c'est du financement famille ou du financement public au titre de la scolarité, de l'enseignement, je dirais, ce contrat, ben, c'est géré en fait en niveau 4 dans cet arbre. Si vous me suivez, je prends mon niveau 0, gestion OGEC. Mon niveau 1, c'est les activités d'enseignement sous contrat. Mon niveau 2, ça va être de dire, ben, je suis en activité d'enseignement sous contrat au titre du collège, par exemple. Collège, c'est mon niveau 2, voilà. Et le niveau 3, ce sera dans le collège d'avoir un niveau d'analytique entre les flux, on va les appeler les flux familles, c'est-à-dire la contribution scolaire appelée aux familles par rapport aux charges que les familles doivent financer au sens de la loi de Debré, on va y revenir. C'est le niveau infra d'imputation entre la partie famille et la partie financement public. Entre est-ce que mes forfaits que je perçois dans la vraie vie, dans les faits, quelle couverture ces forfaits proposent par rapport aux charges qui ne sont pas des charges de caractère propre, qui sont des charges en fait liées à l'enseignement et à la pédagogie, qui sont à faire financer par ces niveaux de forfait en fait. Petite précision sur ces organigrammes, on vous a mis le référencement, en fait, la correspondance des périmètres des états de gestion, vous savez qu'on en voit tous les ans, les fameux GS, CFR-A et CFR-S, que vous retrouvez d'ailleurs en annexe en fin de présentation. On vous a schématisé quelles activités étaient intégrées et à prendre. Donc finalement, si on arrive à des analytiques comme ça, on arrive directement, en sortant de l'analytique, à pouvoir avoir des données qui renseignent les fameux états qui nous sont demandés. Voilà, rapidement brosser ces premiers arbres analytiques. Merci Jean-Christophe. Donc, il me semblait effectivement important de revenir sur à quelles questions, dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure, à quelles questions la comptabilité analytique peut répondre. Et notamment, une des questions principales que vous posez, c'est ce qui requiert du financement public et ce qui requiert du financement privé. Donc, on vous a remis dans ce PowerPoint les différents éléments qui structuraient le financement public et privé en termes juridiques. Voilà, ça nous est apparu important de remettre un petit peu de juridique au milieu de tous ces éléments de gestion pour nous rappeler deux idées principales, celle concernant le financement privé et donc le contenu qui est demandé pour la participation des familles. Et ce financement privé répond au principe de gratuité du temps d'enseignement, hors, bien sûr, des charges du caractère propre. Donc le financement privé, son lien direct et son explication, en tout cas sa structure, est liée au principe de gratuité de l'enseignement. Et ceci est repris, on ne va pas les lire ici, mais vous l'avez dans le montage, dans les articles R 442-48 et RL 442-5, qui indiquent effectivement que les établissements, alors je reprends juste le terme, le régime de l'externat simple pour les classes placées sous le régime de l'association est la gratuité. Toutefois, une contribution peut être demandée aux familles et lister ensuite ce qui requiert de la contribution. À côté de ça, vous avez l'article RL 442.5 qui indique que les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui est demandé à travers la contribution familiale, vous pouvez aussi demander des financements particuliers pour ce qui requiert du projet d'établissement qui n'est pas dans le temps scolaire. Concernant le financement public, le principe qui régit le financement public des établissements privés sous contrat est le principe de parité, qui est repris dans l'article L 442.5 et L 442.9 et qui reprend cette même logique.
en explicitant, alors je reprends juste les termes, hein, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes dans l'enseignement public. Ces termes sont importants parce qu'ils permettent de resituer dans notre comptabilité analytique ce qui requiert du financement privé et ce qui requiert du financement public. Nous reviendrons bien souvent sur ces deux principes, l'un du principe de gratuité et l'autre du principe de parité. Dans le slide suivant, nous avons listé, mais il y a un inventaire à l'après-vert qui est toujours à compléter, hein, c'est jamais parfait, les dépenses qui sont liées à l'enseignement sous contrat et donc qui doivent être couvertes par le forfait public, par les forfaits publics, donc que ce soit communaux, départementaux, régionaux ou d'État. Donc on vous a mis les dépenses qui sont normalement couvertes de façon obligatoire, ce qui est exclu. Donc ça, vous l'aurez en fait dans le PowerPoint, que ce soit les dépenses concernant la pédagogie, les transports, la masse salariale, l'administration générale, le matériel, la maintenance et la location, l'entretien des locaux, ainsi que le fonctionnement. Concernant, et dans le slide, donc juste après, vous avez voilà, les textes que j'ai cités concernant le financement public. Dans le slide suivant, vous avez ces mêmes dépenses concernant les contributions qui peuvent être appelées auprès des familles. Donc concernant l'enseignement religieux, l'exercice du culte, l'immobilier. On reviendra de façon importante, hein, Jean-Christophe vous en a parlé tout à l'heure. Nous reviendrons sur un webinar entier sur cet effort à l'immobilier. Et nous parlerons beaucoup de l'équivalent loyer, nous parlerons effectivement des différents investissements. Donc, il y aura un webinaire qui sera consacré uniquement à cette thématique. Sont compris aussi les premières acquisitions de matériel, les immobilisations, les nouveaux postes, ce qu'on appelle comme nouveaux postes émergents, les actions de communication et puis ces fameuses activités extérieures au contrat dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez juste après le texte, les textes de loi qui reprennent ces éléments. Et donc, nous, encore une fois, nous reviendrons bien souvent sur cette sémantique qui associe le financement privé au principe de gratuité et le financement public au principe de parité. Je vais laisser la parole à Cédric qui va revenir sur la déclinaison de l'arbre analytique suivant le premier exemple et qui va rentrer dans le détail de cet arbre. Oui, bonjour tout le monde, merci Fanny. Donc, je vais vous présenter donc déjà l'analytique, c'est transformer les données en décisions, mais c'est aussi un art de collecter, traiter, analyser les données pour en tirer un maximum d'informations. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait, suite à la présentation de Jean-Christophe Carrel sur les deux arbres analytiques, je vais prendre l'exemple en fait de l'arbre, le premier arbre en fait, l'exemple numéro 1, et nous allons en fait voir ensemble comment s'applique concrètement en fait une ventilation analytique. Alors c'est une proposition qui est adaptable, donc on propose en fait une structure analytique par niveau. Ah. S'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros. Excusez-moi. Oui, donc nous avons donc découpé notre analytique en plusieurs niveaux, comme l'avait expliqué Jean-Christophe Carrel. Donc le niveau 1, donc on a bien la comptabilité générale, qui est le niveau 0. Ensuite, nous avons les financements pour le niveau 1, donc les financements publics et les financements privés. Je rappelle, on est sur le premier arbre. Et ensuite, nous avons l'activité donc sur la partie niveau 2. Et tout ça, on va les détailler dans les slides suivants. Et on va aller vous présenter jusqu'au niveau 5. Attention, chacun va choisir à quel niveau va s'arrêter son détail. Pas besoin pour tous les établissements d'aller systématiquement au niveau 5. Chacun s'arrêtera au niveau qui permettrait ou qui va permettre en fait d'avoir son analyse. Donc, on va passer au slide suivant, qui va être en fait la présentation du financement public. Donc, on retrouve là, en fait, on va du niveau 0, donc la comptabilité générale, jusqu'à la filière niveau 4. Donc, on a premier niveau, le financement public, qu'on va détailler en activité sous contrat. Ensuite, nous allons avoir les différents cycles.
qu'on va avoir au niveau de l'école, le collège et le lycée. Vous voyez qu'en fait, en face, nous avons mis un code, le code 1 pour le financement public, reprend le code 1 du niveau 1 pour mettre au niveau 2 activité principale, et on décline comme ça. Par exemple, si je prends l'exemple du lycée, le code sera 1 pour le financement public, 1 pour l'activité d'enseignement sous contrat et 3 pour le lycée. Oui, ça marche. Bon Est-ce que vous après-midi. pourriez À la semaine couper vos ensuite- micros, s'il vous plaît? Voilà. Et ensuite, Merci. sur le niveau 4, nous allons rentrer dans un détail un petit peu plus pointu, par exemple de l'école. Donc, nous reprenons donc avec 4 chiffres, donc la maternelle, l'élémentaire. Donc, ce qui nous fait, par exemple, pour l'élémentaire, 1, toujours enseignement public, 1 pour activité principale d'enseignement sous contrat, 1 pour l'école, et ensuite, on arrive à 2 pour l'élémentaire. On va présenter, donc je vais présenter l'arbre, on va le décliner maintenant sur la partie des financements privés. Donc là, on s'est arrêté au niveau 4 encore. Donc on est là sur le niveau de financement privé et on va présenter l'activité principale d'enseignement sous contrat. Donc on reprend le code en fait de financement privé, 2.1 activité principale d'enseignement sous contrat et 2.1.1 pour l'école. Et on décline ensuite sur le collège et le lycée. Et l'arbre, en fait, vous voyez qu'il se déploie au fur et à mesure du besoin. Si on s'arrête à l'école, on s'arrête à 2.1.1. Après, on peut, je ne l'ai pas mis en exemple, mais aller sur la maternelle et l'élémentaire. La maternelle, ce serait 2.1.1 maternelle. Et pour l'élémentaire, 2.1.1.2 pour la partie élémentaire. Je continue en fait ma présentation sur maintenant l'activité accessoire. Donc on reste toujours sur les financements privés. Donc on a au niveau 2 maintenant donc les activités accessoires à l'enseignement. Au niveau 3, ça va être donc la pause méridienne, l'exemple la restauration qu'on peut décliner en self ou cafétéria, l'hébergement, études et garderies. Il reste encore la possibilité d'avoir d'autres déclinaisons. On s'est arrêté à études et garderies. Et on peut décliner encore plus loin au niveau de l'étude. Donc, on va avoir le code 2.2.3.1 pour tout ce qui va être études, 2.2.3.2 pour la garderie. Voilà. Et donc, on continue encore au niveau de l'arbre en suivant en fait la logique. Maintenant sur l'activité d'enseignement hors contrat, donc là nous sommes allés jusqu'au niveau 5. Il n'a pas été intitulé, mais c'est niveau 5. Donc on va aller donc sur le niveau 3 par exemple, centre de formation, donc le code 2.3.1. Ensuite nous allons aller sur l'alternance, formation continue, appel d'offres, UFA hors mur. Et sur la partie alternance, on va décliner tout ce qui est apprentissage, contrat de professionnalisation, UFA mur et autres financements. Donc là, on a un arbre qui va quand même aller loin dans le détail, mais qui va permettre de répondre en fait à différentes exigences de nos financeurs. Je le redis, hein, chacun va s'arrêter l'arbre au niveau qui va lui correspondre. Hein. N'allons pas tous sur le niveau 5. Pour finir, en fait, sur la partie gestion patrimoniale. Donc, on a fait l'ensemble des financements privés. Donc là, sur la gestion patrimoniale, sur la slide suivante, on rentrera un petit peu plus dans le détail de la gestion patrimoniale. Nous avons donc la possibilité d'avoir des codes analytiques qui vont être 2.4.1 pour la gestion de la vie associative, qu'on va décliner jusqu'à gestion financière, gestion des immeubles, autres gestions qui sont kermesse et fêtes, les actions de solidarité, les impositions spécifiques aux associations. Sur la slide, en fait, où on a bien décliné les exemples de la gestion patrimoniale, alors c'est écrit un peu petit, mais vous aurez le PowerPoint pour pouvoir relire plus précisément et voir dans le détail les différentes en fait affectations de la gestion patrimoniale. Donc on retrouve en fait la gestion de la vie associative. On a décliné dans 2 rubriques, bien sûr, les charges et les produits. Donc si on prend le premier de la gestion associative au niveau des charges, ça va être les frais d'émission des appels de cotisation et frais divers de gestion. Et au niveau des produits, ça va être les cotisations des membres.
Et donc, on va décliner toutes ces informations-là jusque les impositions spécifiques aux associations en détaillant bien toute la partie charges et produits. Donc là, nous avons donc décliné un exemple d'un arbre, donc l'exemple 1, donc d'un arbre au niveau, nous pouvant aller jusqu'au niveau 5. L'analytique est un levier puissant, mais nécessite une approche structurée. Donc, je vais laisser Jean-Christophe Carrel vous présenter cette mise en œuvre. Merci, oui, effectivement, on va commencer à tracer un peu la route peut-être des enjeux ou des points auxquels on va devoir travailler pour soit construire, soit revisiter la compte analytique. Hein. On est conscient que la plupart d'entre vous ne partez pas de zéro, que vous avez un système déjà bien intégré, déjà bien en place, mais l'idée, c'est d'avancer progressivement. Alors, il y aura des webinaires par thématique de flux, de recettes ou de dépenses dans les mois à venir, mais là, on voulait d'ores et déjà, effectivement, vous sensibiliser ou vous rappeler des choses que je pense que vous les connaissez ou vous les pratiquez sans forcément mettre un nom dessus, mais peut-être des aspects pratiques dans la mise en œuvre ou la réintégration ou l'interrogation d'un modèle déjà en place. Quelques rubriques, non pas laconiques, mais qu'on va prendre les unes après les autres. Alors sur la première, effectivement, on a des questions on l'a vu, il y a des flux directs et des flux indirects, en fait. Donc sur le slide qui suit, en fait, on vous précise, voilà, merci. Les flux directs par rapport aux flux indirects, en fait, les flux directs, alors, ce sont des flux qui sont face à une activité, une offre de service que l'ensemble scolaire, que l'OGEC propose. On est donc sur quelque chose en face, sur une activité pour laquelle on a des élèves en face de nous, avec des recettes privées et ou publiques, mais en tout cas, on a un service. Alors, l'enseignement est une activité en tant que telle, évidemment. Les services annexes sont des sous-activités, mais qui font suivre de façon isolée. Bref, la plupart des recettes de nos OGEC sont liées à une activité, seront à mettre au crédit d'activités directes. Donc, on n'a pas de problème d'imputation. On sait que les contributions famille scolarité, c'est sur l'enseignement. Les forfaits, c'est sur l'enseignement. La plupart des recettes, en fait, de nos OGEC ne posent pas de problème d'imputation. Elles sont rattachées à des activités. Alors, on a quelques recettes qui ne sont pas liés, si vous voulez, à des élèves qu'on a en face de nous dans le cadre d'une activité. Je pense on peut avoir des dons, on peut avoir des produits financiers, on peut avoir peut-être, imaginons, on a quelques revenus locatifs parce qu'on a un petit patrimoine qu'on loue à l'extérieur, rien à voir avec nos bâtiments scolaires, mais ça, en tout cas, a pu faire un leg ou une donation à une époque. Ça peut participer à quelques revenus patrimoniaux sans lien avec une activité avec des élèves et ou des familles en face. Donc on aura quelques recettes, effectivement, qui ne sont pas directes au sens lié à une activité, mais qui sont liées plutôt au patrimoine de la structure. Et donc ces recettes-là seront dans les blocs qu'on vient de voir en gestion patrimoniale, si vous voulez. Mais l'essentiel de nos recettes, enfin les recettes liées aux activités courantes opérationnelles, c'est-à-dire l'accueil de nos élèves, quel qu'en soit le cycle, quel qu'en soit l'âge, seront des recettes directes à une activité. Par contre, du côté des dépenses, et c'est là où il y aura la distinction, il y a bien des dépenses directes. J'ai cette dépense parce que j'assure cette activité, par exemple, je prends la restauration, j'ai eu un coût de denrée parce que j'ai une activité de restauration, donc la dépense, elle est directe. Si on n'avait pas l'activité, on n'aurait pas la dépense, si vous voulez. C'est mécanique, c'est binaire, donc on a des dépenses directes sur les activités. Par opposition aux dépenses indirectes qu'on va voir juste après. Donc les recettes directes, les dépenses directes, ça pose pas trop de soucis ou de questionnements en tant que tel. On a parfois on peut avoir des recettes qui sont mixtes à différentes activités. Donc là peut se poser la question du découpage. La question qu'on se pose plus fréquemment quand même en pratique, on la verra, c'est je peux avoir des dépenses directes mais communes à différentes activités. Par exemple, vous avez un bâtiment au sein duquel vous avez la cuisine, le self et des salles au premier étage du collège. Par contre, vous n'avez qu'un compteur électrique et qu'une facture EDF, en tout cas une consommation du bâtiment et non pas des locaux en tant que locaux restauration et locaux enseignement. Là, vous serez obligé d'avoir une clé de ventilation de ces charges communes à différentes activités. Donc, dépenses directes, recettes directes, c'est lié à une activité. C'est assez simple. Hein. Si je n'ai pas l'activité, je n'ai pas la recette. Si je n'ai pas l'activité, je n'ai pas la dépense. C'est comme ça qu'on voit si la dépense est directe ou pas. Par contre, on peut avoir une dépense directe commune à plusieurs activités. Là, il peut y avoir un petit travail à faire d'imputation si le jeu en vaut la chandelle. Donc, les dépenses directes, assez simples finalement.
Par contre, ce qui est un peu plus complexe, ce sont les dépenses indirectes. Alors, un peu plus complexe, c'est simplement que c'est un peu plus lourd à suivre. Les dépenses indirectes, qu'on appelle parfois charges de structure ou charges de fonctionnement ou frais fixes de fonctionnement, plusieurs vocables en compta, c'est des charges en fait qui travaillent pas pour une activité délivrée aux familles ou aux élèves. C'est un petit peu le back-office. C'est non pas des travailleurs de l'ombre, mais c'est des charges qu'on engage pour le bien de tout le monde. Donc, ce sont des charges indirectes. Je pense effectivement au salaire du personnel administratif, à l'économe qui travaille finalement pour l'administratif, pour la structure. On appelle ça aussi parfois les services supports. On peut parler du responsable informatique, on peut parler de fonctionnements comme celle-ci qui sont transverses en fait. Donc ces charges-là, en fait, si on n'avait aucune activité, on n'aurait pas ces charges, évidemment, mais elles ne sont pas en lien direct avec une activité. Donc si vous voulez, on a des charges indirectes, on a un paquet de charges indirectes. Alors il y aura des salaires, il y aura par exemple, on évoquait des honoraires, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, il y a la question des assurances qui peut se poser, la question d'assurance responsabilité civile, est-ce que c'est direct aux activités ou est-ce que c'est indirect? Enfin bref, on aura à lister les charges indirectes pour pouvoir en faire un paquet, un montant total. Et ce montant-là, alors là, il y a deux écoles. Ce montant-là des charges indirectes, soit on va aller les vider sur les activités. Alors on parle, je ne vais pas faire trop de sémantique, ce n'est pas le but, mais vous avez peut-être entendu parler, on parle de section secondaire. La section primaire, c'est l'activité, c'est le premier niveau avec des élèves en face pour l'imputation des dépenses directes. Et la section secondaire, si vous voulez, elle est secondaire dans le sens où elle accueille des charges indirectes et on va la vider dans la primaire, en fait. Donc la première école, si vous voulez, c'est dans tous les cas de figure, on suit le total de ces charges indirectes, on suit le montant, on suit le budget. Et en fin d'exercice, il y a deux écoles. Soit on prend ce paquet et on le vide dans les charges des activités directes, enfin, elles se rajoutent aux charges des activités. Donc dans les activités, on a des charges directes et des charges indirectes, on a un coût complet. Donc soit on vide ce paquet de charges indirectes dans les activités, soit on ne le vide pas et ça reste, si vous voulez, un centre analytique de coûts. On sait que tous les ans, notre établissement a 100 000 € de charges indirectes. On ne les impute pas, mais par contre, on sait que pour être à l'équilibre au total, en résultat de nos activités, il faut que le total des résultats directs de l'enseignement, de la restauration, des activités annexes, il faut que ça dépasse au moins les 100 000 pour qu'on soit à l'équilibre. Il y a effectivement deux écoles. La plupart des gens vident en fait ces charges indirectes. Alors, elles sont vidées par des clés, donc les clés classiques, vous les connaissez, je suis sûr qu'elles seront largement usinées entre nous. C'est les surfaces occupées si on parle des charges liées aux locaux. C'est les effectifs élèves si on parle plutôt de charges à caractère pédagogique ou d'encadrement. Ça peut être les temps passés par les services, mais il faut que le jeu en vaille la chandelle, hein, si vous voulez. La difficulté des clés, c'est que il faut en choisir une, il faut qu'elle soit permanente dans le temps, parce que si on change la clé ou le thermomètre tous les ans, après on est perdu, mais il faut qu'elle soit permanente. Après, on en choisit une, c'est conventionnel. On voit qu'il y a beaucoup de temps ou d'énergie passée à savoir quelle est la meilleure clé possible, parfois sur des montants qui sont finalement symboliques ou non significatifs. Donc, choisissons nos clés sereinement sans réinventer l'eau chaude, à mon avis, et puis tenons-les plusieurs années. Il faut éviter de s'éparpiller sur ces questions-là qui peuvent ralentir. Mais le message, c'est les charges indirectes. Oui, il faut les isoler, les mettre dans un paquet. On les vide ou pas dans les sections, là, c'est plutôt un choix. Raisonnement de coût complet ou pas. Et donc là, on aura deux arbres analytiques différents. C'est-à-dire que si on a un établissement qui choisit de ne pas vider ses charges indirectes, par rapport aux arbres 1 et 2 qu'on vous a montré à l'écran, ben, on aurait une nouvelle colonne qui s'appellerait l'activité charge indirecte, qui serait par construction négative, mais qui serait un centre analytique final, c'est-à-dire que ce ne serait pas vidé. Ça dépend aussi, hein. On a les deux comme on les a dans les entreprises. Voilà cette précision. On reviendra bien entendu sur les charges indirectes dans les webinaires à suivre. Sur le slide d'après, une petite notion qu'on peut croiser de temps en temps en compta analytique, c'est la question de ce qu'on appelle dans le jargon les charges supplétives. Alors ces charges-là, si vous voulez, c'est des charges un peu particulières puisqu'elles ne sont pas en compta. Donc elles ne sont pas en compta, donc ça sous-entend que ce ne sont pas des charges décaissées. Je vais y revenir, elles ne sont pas en compta. Ce ne sont pas des charges décaissées, ce ne sont pas des amortissements non plus, hein. Les amortissements sont des charges obligatoires en compta général, elles ne sont pas décaissées, mais elles sont en compta général. Mais ce ne sont aucune de ces deux rubriques de charges. Non, ces charges, si vous voulez, elles sont là, on les rajoute en compta analytique pour tenir compte, en fait, schématiquement, d'un avantage économique qu'on a à un instant T.
Si par exemple votre établissement a eu la chance d'être doté de tablettes, d'ordinateurs, de matériel, dans le cadre des dotations départementales qu'on peut encore rencontrer ici et là, ben, on a du matériel qui rentre dans l'activité proposée aux familles, indéniablement, donc ça a un coût. Alors il se trouve que ce coût-là, on ne l'a pas payé puisqu'on nous a fait un don. Donc on n'a pas théoriquement l'IMO dans notre fichier, on n'a pas d'amortissement, enfin c'est de l'extra comptable, ça se met en annexe puisque c'est une contribution en nature, hein, si c'est significatif, bien entendu, mais on pourrait être tenté de se dire, mais finalement, ce service qui a un coût, mais en l'occurrence il est gratuit, je ne l'ai pas payé, mais il représente quand même un coût, puis peut-être que si je dois réinvestir ou changer le matériel, ben là, le département aura peut-être moins de sous, donc la prochaine sera peut-être pour moi à ma charge, donc on peut être tenté de mettre une charge supplétive, c'est-à-dire d'avoir une charge qu'on a en compte analytique et pas en général, qui serait par exemple une espèce d'amortissement de cette dotation de matériel dont j'ai eu gratuité, en fait, pour pouvoir se dire, bah, dans l'enseignement ou dans l'autre activité, si c'en est une autre qui est concernée, on a cet avantage économique qui a un coût qu'on n'a pas payé, certes, mais ce ne sera peut-être pas le cas de façon pérenne. Vous avez d'autres exemples, effectivement, de charges supplétives. Il y en a qui vont même jusqu'à chiffrer du temps bénévole. Alors, pas tous les bénévoles qui travaillent pour le GIEC, mais une partie du temps bénévole des fonctions assuré par des bénévoles au sein des OGEC, de valoriser ce temps-là, de le mettre en charge analytique, au titre des charges supplétives. On va le mettre en compte analytique parce qu'on se dit, mais finalement, tout ce travail-là, ce sont des élus qui sont peut-être plutôt en fin de mandat au niveau de nos OGEC, qui assurent énormément de choses, et on va avoir du mal à retrouver un administrateur ou un élu aussi, enfin un administrateur aussi impliqué. Donc, le jour où le monsieur partira ou la dame, on aura un salarié ou quelqu'un une fonction salariée pour assurer le boulot, en tout ou partie. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre une petite charge supplétive là-dessus pour anticiper le fait que ça peut ne pas durer. Donc, voilà l'exemple. C'est pour ça que le bénévolat peut être cité. C'est rare, mais dans ce cadre-là, ça peut pouvoir parfois se défendre, en fait. Voilà cette petite précision sur les charges supplétives. Bon, après, on est conscient que dans 95% des OGEC en compte analytique, il n'y a pas de charge supplétive à date. C'est parce qu'il n'y a peut-être pas d'enjeu, c'est peut-être pas significatif. Là où il y a une charge supplétive, où on peut se poser des questions et où il faut se poser des questions, et on va y revenir, c'est la dernière ligne. C'est l'équivalent loyer en tant que tel, qui là est plutôt une bonne pratique en fonction des cas d'espèce, hein, parce que chaque cas est capable. On essaiera de partager des notions sur un webinaire dédié à ce sujet-là. Voilà. Sur les locaux, d'ailleurs, il y a une dernière question, un aspect pratique de la compta analytique qui mérite d'être posé, parce que là, c'est quand même des choix assez forts, engageants et structurants. Et c'est vrai qu'encore une fois, là, il y a plusieurs chapelles dans la matière. C'est les locaux scolaires, en fait. Les locaux scolaires, dans le cadre de l'activité s'exerce, vous le savez, soit on en est propriétaire, soit ça nous est mis à disposition. Alors, d'un bailleur privé avec finalement des conditions de marché, voire un bailleur social épisodiquement, voire une congrégation, voire une association immobilière, voire la DEC. Donc on peut avoir des locaux, si vous voulez, qui ont un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en termes d'organisation juridique du titre d'occupation. Ça, c'est le premier point. Puis on a des schémas juridiques différents, avec des niveaux de loyer et d'investissement et de capacité financière du propriétaire et de l'occupant qui sont différents. Mais on a également des états de vétusté qui sont extrêmement différents. Chaque OGEC est encore un cas particulier au plan technique. Et donc, du coup, on peut avoir des situations où, si vous voulez, il faut se poser la question de l'organisation du coût des locaux, parce qu'on peut avoir parfois des situations où les locaux ne coûtent rien dans les comptes, parce que c'est complètement amorti, parce que c'est un commodat avec très peu d'investissement à mettre par l'occupant, parce que j'ai bénéficié d'un legs ou d'une donation de quelque chose que j'occupe pour mes locaux, ça ne m'a rien coûté et je n'ai pas d'investissement à mettre, ça c'est le cas idéal. Mais bref, on peut avoir des situations où les locaux ne coûtent rien ou quasiment rien, ou en tout cas une valeur de marché ou une valeur associative, hein, on est en secteur non marchand, mais une valeur économique qui devrait être une valeur plutôt normative, de référence, plutôt que cette gratuité exceptionnelle que j'ai à l'instant T. Donc on peut être tenté, en fonction des cas de figure, mais on y reviendra dans le détail, de voir l'opportunité de mettre un équivalent loyer en compta analytique. On y reviendra longuement. Le système de l'équivalent loyer n'est pas une obligation en soi. En tout cas, il tient la route au plan réglementaire, dans le sens où la case est bien prévue dans les États. Tous les ans, l'État peut être amené à changer, mais le fond reste le même. Sur les fameux états de gestion,
CFRR, CFR1, alors je mélange les deux, mais il y en a un des deux dans laquelle la rubrique d'équivalent de loyer, quand elle vaut le coup, quand il y a un montant, quand on fait une option, mais il faut se poser, à mon avis, les bonnes questions, elle est reconnue, voilà. Je voulais vous le préciser, c'est pas une lubie de la FNOGEC, c'est quelque chose qui est inscrit dans le marbre du fonctionnement et des tablettes des pouvoirs publics. Donc c'est pour ça que sur les locaux, j'y reviendrai, mais on aura des choix. Ou est-ce qu'on met les locaux en charge directe dans les activités? Ou alors est-ce qu'on fait une rubrique analytique de la gestion patrimoniale qui s'appelle gestion des bâtiments scolaires et qui refacture aux activités? L'idée n'est pas de faire une usine à gaz, si vous voulez, pour se faire plaisir au plan intellectuel. L'idée, c'est de trouver le meilleur modèle économique, parce qu'il y a des enjeux quand même de fixation de tarifs, de négociation. Enfin, en fonction de l'inscription analytique, on peut changer la donne de façon significative. On y reviendra. Donc, cette question se posera effectivement sur l'organisation des locaux. Alors, une fois qu'on a listé un peu tous ces principes, on ne se prétend pas du tout être exhaustif, mais l'idée, c'est de planter un peu le décor. Au bout du bout, ce qu'on souhaite avoir, quand même, c'est des résultats analytiques. Alors, encore une fois, la compta analytique complète pour le pilotage et l'analyse de la compta générale, ces deux comptas devant être complétés pour avoir une vision claire, nette et précise des choses, à mon avis, d'une prospective financière et d'un plan de travaux. On peut pas, enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas gérer, piloter et avoir un avis tranché si on n'a que la compta analytique et que le bilan de la compta générale, la vision patrimoniale. Il faut avoir aussi, dans un autre dossier, mais juste à côté, c'est l'état technique des bâtiments, qu'est-ce qu'il faut que je mette, combien je peux mettre, donc la prospective financière. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais pour nous, c'est important. C'est pas une fin en soi, c'est nécessaire. C'est pas un mal, c'est nécessaire, mais ce sera pas forcément suffisant pour avoir la vision à 360 degrés financière de notre structure. Mais bon, au bout de notre compte analytique, voilà. Alors, encore une fois, chaque compte analytique est différente, les OGEC présentent différemment, les sections ne sont pas les mêmes, les clés ne sont pas les mêmes, mais bon, si on prend l'exemple d'un OGEC qui présente en fait un collège, un lycée, une activité restauration et une gestion propre avec quelques flux, voilà l'idée de ce qu'une compta analytique pourrait délivrer. Alors c'est une lecture comptable des choses, hein. On retrouve les grandes familles de recettes, les grandes familles de dépenses, on peut sortir un résultat par activité. Alors, vous avez la colonne du résultat d'ensemble de l'année. Donc là, au cas particulier de l'exemple, on est à moins 225. Ce déséquilibre-là, alors il se rattrape un peu parce qu'on a un peu de financier en dessous, donc on a un résultat qui est quand même négatif de 200 000. L'idée, c'est de se dire par la compta analytique, finalement, quelle est la construction de ces moins 200? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est plutôt au niveau du collège où on est dans le rouge? Est-ce que c'est plutôt au niveau du lycée? Est-ce que c'est au niveau de la restauration? Est-ce que c'est notre gestion propre qui coûte ou qui rapporte pas assez? Enfin bref, l'idée, ça va être un petit peu de découper ces moins 200 000 de résultats d'ensemble par grande section analytique. Donc, il y a l'activité enseignement par rapport aux deux autres activités majeures, restauration, gestion et la gestion propre. Et l'intérieur de l'enseignement, c'est de se dire, dans mon collège, finalement, j'ai mes deux jambes. Hein. J'ai la partie famille et la partie pouvoir public, puissance publique, forfait, hein, c'est-à-dire l'État, les collectivités. Donc, voilà les recettes de ces jambes, mais surtout de l'imputation des dépenses telles que Cédric et Fanny l'ont listé en début de séance. L'imputation des charges, en fait, quelles sont les charges de caractère propre qui doivent être couvertes par les familles par rapport à celles liées à la pédagogie et sa gratuité réglementaire qui doivent se financer par nos forfaits. Donc voilà un exemple, c'est juste pour illustrer, mais je suis persuadé que vous en avez chez vous des tableaux similaires. On peut avoir cette présentation-là, on peut avoir une présentation un peu différente où les charges de fonctionnement, là, vous les avez de façon globale. En fait, vous avez des charges de fonctionnement par nature, les frais de personnel, les loyers. Vous avez des charges de fonctionnement par nature, mais parfois on a les charges de fonctionnement directes, un premier paquet. Ça nous donne un résultat direct, c'est-à-dire quelles sont les recettes directes moins les charges directes de cette activité, en y mettant les charges de locaux, hein, c'est vraiment les charges directes liées à l'activité. Ça nous donne un résultat direct, donc ce n'est pas un résultat avec des charges indirectes, hein, c'est vraiment recette directe moins charge directe, ça donne résultat direct. Et après, on a une ligne des charges indirectes qu'on impute dessus, qu'on impute à l'activité pour avoir et arriver au résultat courant. Autrement dit, on pourrait scinder, certains le font, les charges de fonctionnement directes. Certains se limitent aussi, ce qu'on disait, au niveau des charges de fonctionnement, à n'imputer aux activités que les directes. Et après, on trouve une colonne charge indirecte complètement à droite de notre tableau, parce que ça devient une section primaire en tant que telle. C'est notre paquet de charges indirectes, de charges de structure,
que je ne vide pas dans ma compte analytique, mais je sais que j'ai mes moins 300, moins 200 à couvrir, localisés dans une rubrique en tant que telle. L'idée, on le voit bien là au travers de l'exemple. Alors, les chiffres sont peut-être pas totalement hasardeux, mais c'est d'ailleurs la plupart des conclusions auxquelles les contrôles des défis aboutissent, c'est que quand on regarde la partie collège, famille, pouvoir public, pareil pour le lycée, ben, là, au cas particulier, on pourrait conclure que finalement, effectivement, si je lis en analytique, oui, les familles payent un peu plus que les charges qui leur sont réservées, qui leur sont propres, puisque la partie famille de la partie enseignement du collège ressort positif en résultat à 230, mais on ne fait pas 230 pour taper sur la tête des familles, on fait 230 parce que du côté des pouvoirs publics, on a un manque à gagner, on a une insuffisance de forfait de 470, dont on couvre la moitié du coup par un recours, une tarification adaptée aux familles en fait. Donc l'idée, si vous voulez, de la compte analytique peut-être au bout du bout, c'est d'avoir cette distinction-là rapidement accessible en fait. Il y a beaucoup, je fais un petit aparté très rapide, il y a des contrôles, des défis, soit ce constat-là est fait, soit il y a quand même un certain nombre de dossiers où le contrôleur dit mais j'ai pas pu vérifier en fait si les familles étaient facturées au bon niveau. Alors je n'ai pas pu vérifier non pas parce que l'objet qu'elle est elle n'a pas l'info, non pas parce qu'elle ne veut pas la donner, non pas parce qu'elle est obscure, c'est simplement la compte analytique ne prévoit pas aujourd'hui d'avoir la distinction des deux jambes, là, famille et pouvoir public, de la partie enseignement. C'est-à-dire que ce niveau 5, finalement, il n'est pas en analytique, il est rarement utilisé jusqu'à maintenant dans le système de compta, dans le logiciel. Par contre, il peut peut-être se prévoir ou se compléter par un Excel à côté pour avoir ce niveau 5 de façon un petit peu extra-logicielle, en fait. Voilà la précision que je voulais ajouter. Alors après, effectivement, dans l'analyse des résultats par section, faut raison garder. Hein. Alors, effectivement, on a l'habitude de lire, donc la performance, c'est le résultat N par rapport à N-1, c'est le résultat N par rapport au budget, peut-être. Mais c'est aussi le niveau de CAF, en fait. On va présenter les deux au global et par activité. Le résultat à la CAF, on va le comparer à l'année d'avant ou à l'attendu. On essaiera de le comparer par rapport à des OGEC comparables et similaires, mais on ne va pas dire n'importe quoi aux chiffres, faire dire n'importe quoi aux chiffres. C'est l'exemple d'une école qui présente un déficit. Imaginons, on a une école déficitaire parce qu'elle est à cheval sur deux communes et puis beaucoup d'enfants viennent de la commune finalement qui n'est pas d'implantation. Donc en fait, il y a un manque à gagner de forfaits communaux qui est exponentiel. Donc on a une école qui est négative, mais un collège qui est positif. Donc on pourrait être tenté de se dire, mais l'analytique nous démontre depuis des années que mon école est dans le rouge alors que le collège est au vert ou à l'équilibre. Ne faut-il pas fermer l'école? Le problème, c'est que si vous fermez l'école qui alimente le collège, vous allez avoir un souci en chaîne, ou alors ne faut-il pas ajuster la politique de tarification, ou alors on laisse en l'état parce que le global du résultat sur le collège absorbe la perte assumée sur l'école. Enfin bref, tout un tas de questions à avoir. Après, il y a une dimension politique de présentation des résultats par section, par cycle. Enfin, il peut y avoir des questions de communication aussi qui se posent autour de la compta analytique. Voilà. Et puis pour en terminer, on voulait vous livrer quelques réflexions autour de l'analytique. Alors, encore une fois, moi, on n'est pas des ayatollahs de la norme mais des usines à gaz, mais ça me paraît important de savoir de quel arbre vous avez besoin et puis comment on arrive à cet arbre-là. Parce qu'en fait, le but, c'est pas non plus, même si l'IA est en train d'arriver sur les tâches comptables et administratives, donc il y a des choses qui devraient se simplifier, il y a des choses qui devraient se gérer beaucoup plus facilement, être moins consommateur de temps, mais l'idée, c'est pas que l'imputation d'une facture à 5 niveaux prenne une demi-heure à chaque facture par les équipes, parce que là, ça va être une usine à gaz trop coûteuse. Non, l'idée, c'est de trouver en fait combien de niveaux raisonnablement j'ai besoin et puis comment je suis ces niveaux. Est-ce que c'est dans le logiciel directement? Est-ce que le logiciel le permet? Certains ont des niveaux analytiques qui ne sont pas assez développés. Donc, on a une partie de l'analytique suivie dans le logiciel de gestion. Et puis après, des requêtes, on sort des états et on les triture une dernière fois en Excel pour les niveaux 4-5. Ou alors, parfois, on a une compta générale où il n'y a pas d'analytique du tout. Et puis, notre analytique, on l'a fait en totalité en Excel. Ça peut se comprendre et se défendre pour des écoles de petite taille ou de taille moyenne. C'est pas, le plus simple, c'est d'imputer dans le logiciel. Donc, on va suivre nos niveaux FNOGEC, pardon. On va aller rencontrer nos éditeurs les plus répandus sur le marché pour voir où ils en sont de la démarche IA analytique, voir s'ils font évoluer un petit peu leur façon de faire. Et je pense qu'on vous fera un webinaire là-dessus de rendu par rapport aux outils.
Mais sachez qu'après, le niveau, est-ce que je fais l'outil dans l'outil, hors de l'outil, pas l'outil, c'est des questions qu'il faudra vous poser, mais on n'a pas besoin d'une Rolls-Royce si on n'a que 4-5 classes. Hein. Je ne voudrais pas que vous partiez là-dedans. Voilà en gros les quelques premières réflexions et commentaires autour de ces propositions d'arbres et de ces méthodes et de ces enjeux de l'analytique et de sa construction progressive. Merci Jean-Christophe. Alors notre engagement, c'est de ne pas durer plus d'une heure. Donc on va bientôt mettre fin à notre webinaire. Je vous dis simplement que effectivement vous recevrez et le replay et le PowerPoint. Hein. On voit qu'il y a des questions qui sont posées là, à ce sujet, donc vous dire qu'on vous les enverra. Nous vous avons ajouté, comme l'a précisé Jean-Christophe Carrel, les 2 états, GS, CFRA, CFRR, dans ce montage. On vous les remettra bien souvent parce qu'effectivement, encore une fois, comme Jean-Christophe Carrel a précisé, ce sont les états qui sont demandés par la DGFiP et donc qui sont reconnus en tant que tels comme documents contribuant à la transparence financière de nos établissements. Nous reviendrons longuement sur effectivement l'équivalent loyer, tout ce qui est de l'ordre de l'investissement, le lien entre la comptabilité analytique et puis les forfaits. On souhaiterait vraiment que vous reteniez de ces 2 premiers webinaires que effectivement on a un trépied qui est la comptabilité générale, la comptabilité analytique et puis tout ce qui requiert de l'investissement et que l'ensemble se tient. Que chacun doit répondre à la question qui lui est propre à travers la comptabilité analytique. À partir du moment où vous savez expliciter vos choix, eh bien, chacun peut réaliser l'arbre qui lui semble le plus logique s'il remplit en parallèle les exigences réglementaires d'envoi des états GS. Notre prochain rendez-vous aura lieu le jeudi 8 janvier, toujours de 12h à 13h. Les sujets qui seront abordés seront sur les clés de répartition, les services accessoires, notamment un focus sur la pause méridienne. Je vous propose juste de rester une petite minute ensemble pour répondre à 2 questions qui sont formulées. Et Jean-Christophe, je te laisse simplement peut-être y répondre. Il y a, la première, c'est une demande de précision sur dans la pédagogie, qu'est-ce que vous appelez salaire enseignant? Et l'autre, c'est les clés de répartition sont-elles toutes à faire valider au CA? Alors, Et si sur oui, la question des clés, en fait, il n'y a pas d'obligation légale en tant que telle, mais effectivement, c'est une bonne pratique de se dire finalement, les clés, je demande au conseil d'administration de me dire si c'est définitivement les élèves ou les mètres carrés ou les recettes. Mais c'est bien de les faire passer une fois pour toutes, de ne pas y revenir tous les ans, mais que ça a été acté. Ce n'est pas une obligation légale en tant que telle, mais effectivement, ça paraît assez bien vu, assez bien pensé et assez pertinent en fait. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation légale en tant que telle, quoi. Sur peut-être la partie salaire enseignant que vous voyez apparaître en pédagogie, en fait, si vous voulez, normalement, le corps enseignant, il est payé par le rectorat ou l'académie, donc ça ne passe pas par nos comptes, en fait. C'est un forfait, enfin, c'est des mises à disposition de moyens humains, mais il peut arriver parfois pour des raisons d'attractivité, qu'on ait en fait des enseignants remplaçants ou des recrutements qui aient du mal à se faire et qu'en fait, on ait la personne qui soit toujours rémunérée, la nouvelle personne rémunérée par l'académie, mais on soit amené à faire quelques petits avantages ou quelques à côté ou quelques primes qui peuvent donner lieu, si vous voulez, à des facilités ou à un revenu complémentaire minime, hein, mais en général, mais qui soit alloué par l'OGEC en complément de la paye de la personne délivrée par l'académie. Donc c'est dans ce cadre-là que ça trouve à s'appliquer en fait. Merci Jean-Christophe. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Différents, donc 8 autres vont avoir lieu pour rentrer. Vraiment, on répétera certaines choses, reprendra de nouvelles choses, bien sûr, à chacun. Donc, on se laisse le temps de vraiment rentrer pour ceux qui découvrent toutes ces questions, avec chacun son niveau nécessaire. On vous redit et redit que chacun a un niveau d'analyse qui lui est propre. Et voilà, on n'a pas effectivement besoin d'avoir toute une usine à gaz, si je reprends les termes de Jean-Christophe Carrel, pour répondre aux besoins réglementaires et puis à nos besoins de pilotage. Donc, merci à tous pour ce temps. Merci à Jean-Christophe Carrel pour sa présence
et l'animation active de ces webinaires. Et puis on vous dit donc qu'on vous donne rendez-vous le 8 janvier prochain de 12 h à 13 h pour notre prochain webinaire sur la comptabilité analytique. Bonne journée à tous. À bientôt.